Alors, la structure de cette table ronde, cette fois-ci, c'est l'international. Donc, on passe de la gouvernance à l'international et l'intention, c'est d'expliciter les enjeux d'extension de la performance sociale à l'international. On va voir, ce n'est pas un petit sujet, à la fois pour les groupes et pour les agences de notation avec Eduardo. Alors, justement, je vais commencer avec Eduardo, donc, de Robeco-Sam. Donc, c'est une société de gestion qui est dédiée à l'investissement socialement responsable. Elle a 20 ans. Elle propose des services de gestion d'actifs, d'évaluation extra-financière, des études d'impact et de benchmark, vous les connaissez tous. En partenariat avec Standard & Poor's Dow Jones Stock Index, Robeco-Sam publie le DJSI. Il analyse près de 3000 groupes, un peu comme VGO chaque année, ce qui fait beaucoup de volume. Alors, Eduardo, as for Nicole, what are the most important criteria in terms of social performance that you take into account in Robeco-Sam's evaluations? Thank you very much. J'aimerais m'excuser si je vais continuer en anglais, mais je ne fais pas beaucoup de sens quand je parle ma langue maternelle. Si après je parle une langue que je ne suis pas habitué, ça va encore plus pire. Comme ça, je peux dire que c'était l'excuse de la traduction si vous ne comprenez pas. Alors, nous faisons une évaluation des critères extra-financiers. Nous faisons une... C'est pas que nous avons... sorry, English. We have a way to evaluate our companies which is not just one fit all. We divide the whole world in 59 different industries, and for every industry we try to get what are the most important issue for that industry. We divide between environmental, social, and governance. Now I see that we enlarge the word social into all these three. So for every sector we have different important criteria which can range from corporate governance. Human capital is definitely one of very important, like also especially in certain sector innovation. It's very important. What I think it's also worth noting is that nowadays there is a lot of different stakeholders that define what is important for the industry and for the company. And now we hear more and more the word about materiality and financial materiality. And I think this is also something which will keep busy the company in the future, because it's very important that the company understand for themselves what are the material issue and express and report this and are transparent this, so that every stakeholder can then personally judge based also on what the company itself considers material. Yeah. And how do you assess the capacity of the companies to expand their social performance in the country where they operate? Unfortunately, the investors nowadays are not ready to pay rating agencies to go all around the world and evaluate all the operations. So we have to find some tricks. On one side, we do expect that the company apply their policies and processes all around the world wherever they have operation. And having said this, I also have to show a little bit the other side of the coin. It's also important that they don't do that blindly. It's also important they do respect certain local practices and habits. I'm not saying about when we're talking about bribery, but especially in human capital development and so on. There are different ways of doing of working in different parts of the world, and this should be considered. Additionally, we do evaluate if there is any negative news in the media about the company because of accident, and this is the only way we have to check. We have to check if what the company apply is really working or not. And if there is negative news, then we evaluate also how the company reacts, and we balance the two effects and see, and then take our own judgment if it was just an accident, which can happen, but the company reacted very well and took all measurement to avoid that comes in the future, or if it's instead a symptom of something that is really not taken care of in the company, and therefore which we will then penalize. Okay, what would you recommend to companies that have foreign operations?
As I said before, you have to respect also the local habits. I was thinking about an example, and it just came to me, the example of McDonald's that tried to conquer the world with just one recipe, and which then had huge backlash. If you have seen a McDonald's in the last 15 years, it has completely transformed itself. It's not trying to only sell burger, it's trying to sell also local food and take into consideration also the local supply chain and so on. They understood they cannot go with that image. So I would say company have to do that, have to be also sustainable, because their license to operate is much more at stake when they are in a foreign country. The local people are ready to accept if a local company does something wrong, but they're not ready to accept if a foreigner comes and does something wrong. And that's why it's very important that the company really makes sure that they do their best to have proper operation, to have measurement, to really verify that everything works well. Okay, and the last question for you. Why do you consider that stakeholder engagement is important to define the material issues of a company? What is the link with the performance? And can you briefly explain what a materiality matrix is? Okay, about the stakeholder engagement, I mean, in order to understand what is material for a company, the company has to investigate through all these stakeholders what are their important issues. But then we believe it's the importance of the board of directors to really define what is important for the company itself. He has to listen and have big ears to listen to all the voices and then filter this and make it its own thing. And this is, I think, is important. And we believe that a company that makes that and translate also that into a sustainability strategy then has more probability to be performance, and there are studies that shows that sustainability and financial performance are related. About the materiality matrix is also here there are different kind of matrix, but generally speaking is the matrix that shows the importance of certain issues which are considered material by the stakeholder and the potential impact on the companies. And this allows them to set priorities within the organization. Yeah, thank you. Marie-Françoise, Renault, donc c'est le leader mondial de l'automobile, 117 400 collaborateurs, 19 familles de métiers, 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014 avec 54% des ventes en Europe. Oui, c'est ça, et 46% hors d'Europe. Chez Renault, Marie-Françoise, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous avez procédé pour construire votre performance sociale à l'échelle internationale? Je sais que vous avez commencé tôt, en 2005, de façon très précurseur et d'ailleurs très innovante également. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la story, justement, de cette performance sociale? Oui, merci beaucoup pour la question, Caroline. Donc, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, Renault avait une tradition sociale française. Depuis toujours, je pense que ça fait vraiment partie des gènes de l'entreprise, et tout le sujet était de comment on pouvait le mettre à l'international. Et en fait, nous sommes partis d'un constat qui était triple. Le premier, c'est que l'entreprise s'internationalisait. Tu viens de le dire, nous sommes aujourd'hui présents dans 125 pays. Nous avons plus de 46% de nos ventes hors d'Europe, alors qu'il y a à peine 10 ans, on n'en avait que 26%. Nos métiers sont devenus beaucoup plus mondiaux. Nous avons installé des usines un peu partout dans le monde. Nos centres d'ingénierie aussi sont là à proximité de nos nouveaux clients. Et donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le marché du travail s'est aussi internationalisé. Tout à l'heure, Stéphane Richard parlait de la bataille pour les talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche tous des talents partout dans le monde. On cherche aussi toutes les meilleures compétences au meilleur endroit. Donc ça, c'était un point. Et puis par ailleurs, comme ces messieurs et Nicole Notal l'ont expliqué, aussi tous les standards sociaux changent et évoluent partout dans le monde.
Et puis le dernier point qui a été évoqué dans la table précédente également, c'est la digitalisation et le fait que maintenant tout le monde a accès à l'information partout dans le monde. Et donc, je dirais les barrières géographiques, le fait que un certain nombre de pratiques se passaient dans un seul pays, ça c'est plus du tout possible. Et en fait, nous avons par exemple une enquête salariée qui touche les 117 000 salariés tous les ans. Et ce qui est très impressionnant, c'est de s'apercevoir que finalement les attentes des salariés sont à peu près les mêmes partout dans le monde. Voilà. Donc, fort de ce constat, finalement, donc nous avons bien sûr décidé de développer en fait notre performance sociale à l'international. Et en fait, tout d'abord, comme tu l'as signalé, il y a Catherine Pone qui a participé à cela en 2005 en signant un texte sur les droits sociaux fondamentaux en 2005. Et puis ensuite, c'était tout un travail de mener une politique RH globale mondiale, c'est-à-dire où équité et compétitivité étaient valables dans tous les pays du groupe. C'est-à-dire les mêmes systèmes d'évaluation, les mêmes systèmes de gestion des talents et aussi les mêmes critères de conditions de travail qui sont un sujet très important. Et le tout doublé par un système de management qui s'appelle le Renault Management Way, qui a été déjà déployé depuis 6 ans dans le groupe et qui touche toutes les entités du groupe. Et puis, juste, je te redonne la parole, le dernier point qui est très important, c'est bien sûr de développer un dialogue social international. Et ceci a été fait avec l'appui de tous nos partenaires sociaux. Et nous avions en fait créé un comité de groupe dès 1993, mais nous l'avons étendu au-delà des obligations européennes. Nous avons aujourd'hui 38 membres, dont 9 qui ne sont pas dans le périmètre européen. Et ce comité de groupe a été vraiment un endroit où on a partagé de manière très transparente les enjeux et avec lequel nous avons cheminé et avancé tout au long de ces années. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des disparités tout à fait considérables, et surtout au plan social, économique, bien sûr, politique, mais également au plan social dans le monde. Donc, appliquer les mêmes normes, les mêmes standards partout, c'est quand même pas bien simple. Quid justement du dialogue social? Est-ce que celui-là n'est pas traité localement? Comment est-ce que vous l'avez organisé, en fait? En fait, on a un cadre, je dirais, de référence, qui est un cadre mondial, qui est le cadre qu'on partage avec notre comité de groupe. On a des pratiques, je parlais tout à l'heure des pratiques RH, mais ce ne sont pas les seules. On a aussi, vous le verrez tout à l'heure, des pratiques dans le domaine du manufacturing qui sont des pratiques mondiales. Donc vraiment, le sujet, c'est comment on parle avec les pays de ce cadre de référence. D'une manière générale, les pays sont plutôt très demandeurs. Je veux dire, c'est quelque part rassurant d'avoir un cadre de pratique. Et bien entendu, il y a toujours un dialogue social de terrain qui est très important. Mais ce dialogue social de terrain, il est renforcé, je dirais, par le dialogue social au niveau du groupe. Est-ce que, juste pour conclure, est-ce que tu peux nous dire si vous avez rencontré des difficultés de terrain toujours, ou des difficultés à l'échelle groupe particulière? Et est-ce que, à l'inverse, quand vous avez procédé à cette extension, est-ce que vous avez des bonnes surprises et vous vous êtes dit, tiens, on va pouvoir capitaliser sur des bénéfices que l'on n'attendait pas à certains endroits? Alors, je pense qu'en termes de difficultés, on peut en trouver deux ordres. La première, on peut parfois avoir des difficultés législatives, c'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, on voudrait plus avancer avec nos partenaires sociaux, mais le cadre législatif ne le permet pas. Donc ça peut vraiment être une difficulté. La deuxième peut être aussi liée, finalement, on a parlé tout à l'heure de toutes sortes d'informations qui circulent dans le groupe et parfois dans le monde, parfois il faut revérifier, réajuster quelles sont ces informations qui circulent. Donc là encore, je dirais la maturité des partenaires sociaux est un point essentiel justement pour rester sur les points clés. Moi, je vois ça comme les deux difficultés. En revanche, j'y vois, en termes de bénéfices ou de choses très positives, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé qu'on a eu un très grand accueil à la fois dans les pays et aussi à la fois de tous nos partenaires sociaux. Bon, Renault, nous avons signé finalement sur les 3 dernières années plus de 6 accords de compétitivité, et pas seulement en Espagne qui a été précurseur, puis en France, mais également en Corée,
au Brésil, en Argentine. Et donc à chaque fois, je veux dire, ceci est le fruit d'un dialogue social nourri autour de la performance économique et de la performance sociale. On va revenir justement sur la compétitivité un petit peu plus tard. Jean-Louis, Suez Environnement, c'est un groupe de services et de solutions industrielles spécialisées dans la valorisation et la sécurisation des ressources. J'ai tout bien repris comme il fallait, dans les secteurs de l'eau et des déchets. Alors, vous avez plus de 80 000 collaborateurs, dont 20% de femmes, un chiffre d'affaires de 14 milliards, un peu plus de 14 milliards d'euros, dont 72% en Europe, 28% à l'international, 70 pays d'implantation, ce qui fait beaucoup. Alors, votre particularité à vous, c'est d'être un acteur local. C'est très, très important au plan social. Alors, comment est-ce que vous, compte tenu de tous ces paramètres, vous avez pu procéder pour déployer en fait, votre performance sociale à l'international et quand est-ce que vous avez amorcé ce déploiement ? Je dirais que dans les métiers de service où nous sommes, dans quel que soit le pays où nous sommes, la compétitivité est un élément absolument essentiel du succès. Et la compétitivité, chez nous, elle passe par les hommes et les femmes qui constituent le groupe. Donc avoir un niveau de performance sociale élevé, c'est un moyen essentiel pour avoir une performance élevée. On le comprend très bien. Par exemple, quand nous arrivons dans un pays, nous devons changer les méthodes de travail. Je pense par exemple à ce que nous avons fait au Maroc, où nous sommes à la fois dans l'eau et dans les déchets. Eh bien, si nous voulons être performants, si nous voulons renouveler nos contrats, en gagner d'autres, il faut que la qualité du service soit absolument impeccable. Et nous avons gagné parce que notre qualité de service était meilleure. Et elle est meilleure parce que nous avons mieux formé, mieux préparé, mieux écouté les salariés qui constituaient nos équipes. Donc à l'international, pour nous, et d'ailleurs vous me demandiez quand est-ce qu'on a commencé, en réalité on a commencé en 2006 et on a mis des performances dans le groupe, dans toutes les entités du groupe. Quand, par exemple, on a commencé par la sécurité, tout ce qui tournait autour de la sécurité des salariés au travail, etc., il y a exactement les mêmes normes, les mêmes calculs dans toutes les entités du groupe. Ça fait partie, pour tous les managers, de leur évaluation. Il y a une part qui est réservée pour la performance sociale et environnementale dans les scorecards de toutes les entités, de tous les managers. Donc quand je reporte à mon board, par exemple, les chiffres sur la sécurité, je reporte l'ensemble. Quand je reporte sur je dirais, les ratios, donc l'égalité entre les hommes et les femmes, je le reporte à la totalité du groupe, même si, quand nous sommes arrivés au Maroc, pour reprendre cette expression, je pense que 99% de l'entreprise était masculine. Donc c'est ces évolutions-là vers lesquelles... Vous l'avez féminisée ? J'ai essayé de la féminiser, donc on y arrive, mais évidemment extrêmement doucement. Mais quand je regarde dans mon calcul, en gros... Pour vous donner, vous avez parlé tout à l'heure de Suez Environnement en disant qu'on était 80 000 salariés. Le Maroc, c'est 5 000. Bon. Donc, pour arriver à, par exemple, avoir à peu près 30% de femmes dans le management, qui est notre objectif 2016. Donc, depuis 2006, on a commencé. En 2008, on s'est fixé les objectifs pour 2012. Et en 2012, on s'est refixé les objectifs pour 2016. Et donc, 2016, comme disait Gérard Mestrallet tout à l'heure, c'est bientôt. Hein, c'est l'année prochaine. Il faut que nous soyons à 30% de femmes dans l'encadrement. Nous sommes à 27%. Eh bien, gagner 3%, il faut en gagner partout. Alors, pas forcément de la même manière au Maroc, en France ou ailleurs, mais il faut en gagner partout. Nous avons signé récemment un accord européen sur l'égalité des femmes, des hommes et des femmes, avec un engagement de recruter, chaque fois qu'on recrute des collaborateurs, il faut recruter au moins 25% de femmes, etc. Donc, dans la culture de l'entreprise, par la nature de nos métiers, par le fait que nous sommes des entreprises de services, par le fait que ces métiers sont locaux. J'ajoute que ces métiers sont en pleine transformation. Je n'ai pas parlé de la formation, mais la formation est un élément essentiel. Tout à l'heure, Renaud parlait de ses plans de performance. Toutes les entreprises ont des plans de performance et ça rentre forcément tout ça en ligne de compte, la formation entre autres. Et Jean-Louis, on forme de la même façon dans des pays en croissance, dans des pays développés, parce que c'est quand même a priori pas tout à fait le même sujet. Alors, déjà, on ne forme pas dans les mêmes langues. Vous ne fermez pas dans les mêmes langues. Mais alors, vous avez justement ces disparités un peu comme Marie-Françoise, en fait. Est-ce que ça a été un obstacle? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous l'avez surmonté? Est-ce que vous l'avez dépassé?
Alors d'abord, je vais répondre de deux manières différentes. D'abord, on n'a pas le choix, on a des systèmes de formation qui sont évidemment variables d'un pays à l'autre, mais qui sont adaptés aux situations locales. Et puis au niveau de l'encadrement, il faut que vous réalisiez qu'aujourd'hui, Suez Environnement étant une entreprise complètement internationale, nous faisons émerger partout les talents. Nous avons besoin de beaucoup de talents. Tout à l'heure, quelqu'un disait les talents... C'est ce qui est le plus difficile à trouver aujourd'hui. Je confirme, aujourd'hui, de l'argent, vous en avez autant que vous voulez. À la limite, des opportunités dans nos métiers, nous, on en a aussi beaucoup. Le problème, le bottleneck, comme diraient les Anglais, c'est véritablement les talents. Donc il faut faire émerger les talents, et dans une entreprise comme la nôtre, les talents, ils viennent de partout. Et donc ces talents, une fois qu'ils sont détectés, on les forme tous, je ne dis pas de la même manière, mais en tous les cas, il faut qu'ils aient des parcours qui soient similaires, parce que les meilleurs d'entre eux doivent avoir la possibilité, c'est le cas chez nous, d'arriver au sommet de la pyramide. Je viens de nommer en Australie un garçon qui vient de Hollande, hollandais. Celui qui part aux États-Unis est un Franco-américain, etc. Nous avons des Espagnols. Dans nos jeunes, dans nos viviers de jeunes, le nombre d'étrangers est en croissance extrêmement forte. Et si nous voulons qu'ils réussissent à l'intérieur de notre groupe, il faut créer les conditions d'une culture commune, donc une culture qui comprend les différentes cultures des uns et des autres. Eh bien, on va tout de suite enchaîner avec Christian, parce que je pense que le sujet est le même chez L'Oréal. Donc, c'est le leader mondial de la beauté, on le sait tous. 78 600 collaborateurs, 156 nationalités différentes, dont 68% de femmes, un peu plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 35% en Europe de l'Ouest, 65% à l'international et 130 pays. Donc, ça fait... également des paramètres assez complexes à gérer. Alors, Christian, pourquoi est-ce que vous avez fait un choix qui, objectivement, est très audacieux, surtout pour vous, un directeur en charge des finances, de construire une politique sociale globale dans tous vos pays d'implantation? Et est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez, j'imagine, déjà identifié les principaux bénéfices? Quels sont-ils et sur quel horizon, justement, et à quels endroits est-ce qu'ils se situent? Une politique globale, je dirais que ça allait de soi, puisque quand on regarde l'histoire ou les gènes du groupe, chaque génération de dirigeants, à commencer par notre fondateur Eugène Schueller, ont toujours poussé à ces aspects-là. Eugène Schueller est celui qui a théorisé il y a bien longtemps le salaire proportionnel. François Dalle, quelques dizaines d'années après, a déployé en France d'abord, puis dans un certain nombre de pays européens, ce qui allait s'appeler la participation des salariés. Puis des systèmes d'intéressement. Lindsay Owen-Jones a beaucoup poussé un système qui s'est appelé le Worldwide Profit Sharing, qui est une manière de partager les résultats quand ils sont là. Et puis Jean-Paul Agon, il y a maintenant 2 à 3 ans, a décidé de systématiser à travers un programme global qu'on appelle Sharing Beauty with All. Et au sein de ce programme, un aspect social qui est Share and Care a décidé donc de systématiser des aspects sociaux avec effectivement un socle commun. Ça ne veut pas dire une protection sociale identique dans tous les pays, mais en tout cas un socle commun identique sur la parentalité, 14 semaines de congé maternité par exemple au minimum, du congé paternité, mais oui, 3 jours, oui. C'est quand même normal. Normal. Ils travaillent, ces hommes. Prévoyance, je n'entrerai pas dans les détails, les accidents de la vie, et puis la qualité de l'environnement de travail, et notamment l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, puisque lors de la table ronde précédente, il était évoqué l'iPhone. L'iPhone est notre meilleur ami. C'est aussi, ça peut être un ami encombrant à titre professionnel auquel il faut savoir dire non. Bon, donc voilà, les choses se sont faites assez naturellement, et je dois vous dire qu'en tant que CFO de la compagnie, les choses se sont passées simplement, puisqu'avec Jean-Paul Agon, nous avons eu un parti pris un petit peu sec, mais nos amis de la RH qui sont présents s'en souviennent, qui a consisté à dire on ne veut pas entendre parler du coût. On ne veut pas entendre parler du coût. Qui veut pas entendre parler? Vous, c'est qui? Nous, lui et moi. On ne veut pas entendre parler du coût. Vous, en charge donc de l'administration et des finances, on ne veut pas entendre parler du coût, parce que si on entend parler du coût, si on entend parler du coût, ça va être un excellent argument pour différer. Donc nous n'entendrons pas parler du coût,
Et pourquoi nous ne voulons pas entendre parler du coût? Parce que c'est un ensemble qui est profitable. Et ça a été beaucoup dit par les personnes qui sont exprimées avant moi et par la table ronde précédente, mais tout est dans, ou beaucoup est dans la fidélisation. Quand vous attractez, faire venir des talents nouveaux, les former, les conserver, c'est un investissement humain, etc. Mais c'est un investissement financier qui est considérable. Rien ne coûte plus cher que qu'un départ regretté. Et les départs sont généralement regrettés. Donc autant faire en sorte qu'il y ait moins de départs tout court, comme ça il y aura moins de départs regrettés. Et au total, on s'y retrouve. J'ajoute que les coûts sont une chose, la croissance du chiffre d'affaires en est une autre, et dans des entreprises comme les nôtres, dont le nom est aussi le nom du groupe, mais c'est aussi le nom d'une marque, que la marque est poussée et qu'elle est connue par les consommateurs finaux, la réputation contribue à la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est mesurable? Non. Ne me demandez pas ça dans un reporting intégré, on ne le fera pas. Hein, en revanche, bon, c'est un autre débat qu'on peut avoir avec Caroline. Hein, en revanche, ça marche et ça contribue à la croissance du chiffre d'affaires. Donc au total, on est évidemment gagnant, il faut le faire. J'ajoute que c'est éthique. J'ai quand même le droit de dire que c'est pas banal qu'une personne en charge des finances dise que le coût, eh ben, c'est vraiment pas un sujet. Ça, c'est quand même quelque chose de pas banal. J'ai pas dit que c'était pas un sujet. C'est pas un sujet pour ce sujet. Pour le faire, il faut que ce ne soit pas un sujet et qu'on n'en parle pas. Non, mais bravo, félicitations, parce que c'est effectivement pas banal du tout. Avec le recul justement dont vous disposez tous les uns les autres, si on revient plus spécifiquement sur la compétitivité, est-ce que vous pourriez revenir très spécifiquement sur le fait qu'en quoi, effectivement, Jean-Louis disait, on n'a pas de choix, et c'est vrai, on n'a pas de choix. En quoi le fait d'avoir engagé de façon différente, d'ailleurs, dans les trois groupes, cette extension de la performance sociale à l'international, en quoi aujourd'hui, non pas vous mesurez, vous identifiez que c'est un véritable levier de compétitivité, de croissance pour les prochaines années? Est-ce que vous avez le sentiment que ça le sera d'ailleurs de plus en plus, parce que tout ça est quand même assez récent et nouveau, hein, il faut le dire. Oui, et risque, enfin je ne vais pas me répéter, mais je vais être court. Donc, réputation, la réputation, ça fait partie de la compétitivité, c'est notre actif à nous tous, hein, le plus fort, connecté à l'éthique évidemment. Et les investisseurs, s'il y a un domaine dans lequel les investisseurs, s'il y a un domaine RSE dans lequel les investisseurs auxquels sont sensibles les investisseurs, c'est bien les aspects réputationnels et donc la gouvernance. Et puis deuxièmement, la rétention des talents, rétention, formation, motivation. Et on s'y retrouve. Et l'attractivité des talents. Oui, faire venir. Marie-Françoise ? Oui, en fait, en complément de ce que vient de dire Christian, moi, il me semble absolument essentiel que finalement de fédérer tous les salariés aussi du groupe dans cette approche à la fois de performance sociale et de performance économique. Je pense qu'une des clés, pour moi, c'est la transparence dans le dialogue, c'est de mettre les choses sur la table. Bon, malheureusement, l'industrie automobile n'est pas aussi profitable que l'industrie de la beauté, donc nous sommes passés par des périodes très difficiles et dans lesquelles, justement, un des points était de partager tous les tableaux de bord, tout ce qui existait aussi avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse ensuite construire ensemble un accord qui nous tire vers le haut. Et je pense que c'est ce qui a été fait avec l'accord de compétitivité, par exemple, qui a été signé il y a 2 ans en France et qui a permis qu'on maintienne tous nos sites en France, qu'on devienne plus profitable et que du coup, ça attire des partenaires comme Nissan ou comme Daimler ou Fiat. Et puis que dernièrement, on a pu, avec 1 an d'avance, annoncer 1000 embauches, alors qu'on n'avait pas prévu de faire des embauches avant 1 an. Donc ça, je pense que c'est vraiment la force de ce dialogue, et aussi de mettre de manière responsable les enjeux de manière transparente sur la table. Et puis, Marie-Françoise, je crois que tes équipes me disaient, le fait d'avoir eu un dialogue social quelquefois un peu compliqué finalement en France a été un atout considérable à l'international, parce que le know-how que vous avez pu développer finalement en France a pu vous permettre je dirais, d'aller plus vite dans le dialogue social dans un très grand nombre de pays.
Je ne sais pas si on a un dialogue social plus compliqué. Je pense que l'environnement législatif en France est sûrement plus compliqué que dans d'autres pays. Mais là encore, je veux dire, ce qui est important, c'est que aussi les partenaires sociaux français ont un rôle important dans le comité de groupe. Il y a un rôle aussi de partage des bonnes pratiques. Je pense que c'est en particulier le travail du secrétaire du comité de groupe de dire dans telle entité, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce que vous pourriez faire aussi. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la circulation de l'information, les partenaires sociaux aussi font circuler l'information entre eux sur ce qui se passe et ce qui est intéressant. Et je pense que Jocelyne Andreu, qui est dans la salle, pourra en témoigner tout à l'heure. Jean-Louis, vous, de votre côté, alors on en a également parlé tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez commencé par parler de la compétitivité. Parce que c'est un outil essentiel, parce que sinon on perd des contrats, parce que sinon on ne se renouvelle pas, parce que je pense qu'il faut tordre le cou à l'idée que toute politique sociale, environnementale au sens large aurait un coût et qu'elle grèverait la compétitivité, alors que je pense que c'est très exactement l'inverse. C'est pour ça que j'ai commencé par là. J'ajoute que dans nos métiers, je répète, de service, notre première constatation, c'est que c'était quand même extrêmement difficile de faire ces métiers dans les territoires si nos équipes, d'une manière ou d'une autre, ne ressemblaient pas aux gens à qui elles étaient censées rendre service. Et donc, quelque part, quand on parle de l'égalité homme-femme, quand on parle des seniors au travail, quand on parle du handicap, etc., on a évidemment, nous aussi, commencé par la France, mais on s'était quand même dit que dans la population française, il y a des hommes et des femmes, il y a des seniors, il y a des handicapés, etc. Et donc, il fallait essayer de faire aussi ressembler l'entreprise aux gens qu'elle servait. Je voudrais ajouter un deuxième point qui a été signalé, mais qui me paraît absolument fondamental pour une entreprise comme la nôtre, qui, comme celles qui sont là, agissent sous des noms communs, même nom dans tous les pays. Le problème de la réputation est devenu un problème absolument essentiel. Et économiser quelque argent pour ensuite devoir faire face à un problème réputationnel grave, c'est vraiment se tromper complètement d'objectif. Et je discutais récemment avec des gens, des pétroliers. Ils estiment aujourd'hui le coût de ce qui est arrivé, par exemple, à BP, à peu près entre 60 et 80 milliards de dollars de coûts directs et indirects. C'est simplement dire que dans un monde global où la performance se mesure aussi sous forme de la réputation, qui est un des éléments clés de la compétitivité, il est essentiel de la travailler. Et je pense que la performance environnementale et sociale, ou sociale et environnementale, est une des clés de cet élément. De compétitivité, d'attractivité, à la fois pour les clients et pour les investisseurs et pour les collaborateurs, en fait, pour l'ensemble des stakeholders. J'ai envie de conclure ce débat avec une question sincère et personnelle pour chacun d'entre vous. Là, ce n'est pas avec votre casquette professionnelle, mais vraiment à titre personnel. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution du capitalisme actuel ? Est-ce que selon vous, il est plutôt appelé à mourir ou plutôt à revivre autrement, différemment ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'intégration, et moi je dirais même l'enrichissement de la performance sociale dans ce capitalisme puisse lui permettre de devenir plus moderne, plus responsable, plus pérenne ? Et for Eduardo, are you optimistic on the evolution of today's capitalism? Will it die or live on the long term? Do you think the integration of social performance in today's capitalistic model can enable it to become increasingly modern, responsible, durable? Personally, it's not, I don't represent her because I'm in this case. I think capitalism has been able to regenerate and innovate itself, and by the way that sets its rule, that's really this inheritance. So I do believe it will continue, but I also do believe it will continue to change, and the integration of social performance will become more important. We see nowadays there is a lot of social issue arising, and all these kind of things have to be integrated if capitalism doesn't want to
collapse on its own. And if I would like to make a remark also for all this company, which are already very, very advanced on sustainability, which I think is a very good step in order to change also the capitalism in a good way. We always notice, for example, that many companies are very good in their own operation. Then when they make investments, or for example, the pension funds, things are getting forgotten, and there it's business as usual without integrating sustainability performance in the investment process. So I think if we can make that click, that sustainability really has to be integrated in anything we do, from when we go to shopping to how we treat our colleague to how we invest our money, then capitalism will change in a sustainable way and will continue in the future. Continue. Moi, à titre personnel, je suis extrêmement optimiste. Le capitalisme, c'est l'autre nom de la modernité, c'est l'autre nom du mouvement, de la motivation. C'est le système qui a optimisé et qui optimise la rencontre du facteur travail, du facteur capital et de ce qu'on a oublié, parce que les deux ne sont pas en confrontation forcée, et de cette espèce de bombardement d'énergie qui provient de l'entrepreneur, du chercheur et de l'ingénieur. Donc c'est l'autre nom pour dire la vie. Donc oui, bien sûr, je suis optimiste. Après, la vie, elle s'adapte, elle se régule. Il y a des aspects éthiques qui doivent, heureusement, on peut appeler ça la politique, avec un grand P, être pris en compte. La répartition de la valeur de la rémunération, elle doit être juste. C'est aussi le fruit de rapports de force. Enfin, on a tous lu les mêmes livres. Hein. Et je crois que dans ce domaine, les grandes entreprises mondiales, quelle que soit leur nationalité, mais il y a de la responsabilité des grandes entreprises mondiales d'anticiper un phénomène qui est à la fois inéluctable, monsieur le disait tout à l'heure, et en même temps tout à fait profitable, qui est la nécessité d'intégrer la durabilité et la création de valeurs et des valeurs financières, extra-financières durables. Et pour ce faire, d'intégrer tout ce qu'on appelle aujourd'hui les stakeholders. Donc oui, très optimiste. Parce que Christian, vous qui êtes un financier, c'est vrai que c'est quand même un capitalisme qui s'est créé, développé et qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui davantage dans un monde de shareholders que de stakeholders. Et la question, c'est effectivement, est-ce que vous avez le sentiment que, d'abord, il a une chance de basculer vers un horizon beaucoup plus large, orienté effectivement vers les stakeholders, et que non seulement il s'oriente, mais il s'incarne avec toutes les valeurs je dirais, d'un capitalisme tourné vers tout un écosystème et plusieurs parties prenantes et pas une seule. Je crois que ce qui s'est passé sur les 30 ou 40 dernières années, c'est la consécration de la chose. Hein. C'est-à-dire que les pays émergents ont massivement adopté le modèle. Certainement, quelqu'un le disait tout à l'heure, il est souhaitable que la mesure au sens de mesurer les choses, mais mesure aussi au sens d'être mesuré dans la répartition de la richesse qui est aujourd'hui plus celle du monde occidental, percole un petit peu plus autour de la planète. Mais en même temps, comme c'est la condition de la durabilité, que ce soit de l'éthique ou du discounted cash flow, de toute façon, nul n'aura le choix. Donc je suis très optimiste. Très optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Marie-Françoise. Moi, ici, je suis optimiste. Je pense que le capitalisme, il évolue. C'est donc pas un corps qui est mort, comme vous posiez la question, c'est plutôt un corps qui s'adapte. Je pense que dans ce qui a été dit aujourd'hui, la transparence est quelque chose qui a vraiment envahi partout le monde entier. Deuxièmement, je pense l'écoute. Je pense qu'on est dans un capitalisme qui est beaucoup plus à l'écoute de toutes les parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Et ça, c'est une très grande nouveauté. Ensuite, je pense que l'accès à l'information maintenant existe partout. Donc ça, pour moi, ça fait évoluer le capitalisme, je dirais, dans le bon sens. Et enfin, je pense que toutes les entreprises autour de la table, on est là pour vraiment avoir une performance durable. Et c'est ce pourquoi on se bat. Et je pense que ça fait partie aussi des bases du capitalisme. Merci Marie-Françoise. Et Jean-Louis. Moi, je sais qu'il est très optimiste. Oui, moi je suis optimiste. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, parce que je vous ai dit que la performance environnementale et sociale était une des parties de la compétitivité. Donc je pense que ceux qui ne le font pas
disparaîtront. Je pense que, et dans la vie du capitalisme, il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. On a parlé réputation, on a parlé stakeholders, on aurait pu parler innovation, tout ce qui forme, je dirais, la structure et les forces du capitalisme qui sont à l'œuvre pour le modifier. Aujourd'hui, les stakeholders, quoi qu'on dise, ont une influence de plus en plus importante. Tout à l'heure, à la table précédente, un orateur disait qu'il commence à y avoir des gens qui lui reproche de faire des centrales thermiques au charbon. C'est un domaine où les stakeholders aujourd'hui sont en train de prendre pouvoir et surtout d'investir ou de ne pas investir. Donc moi je suis fondamentalement positif. Je voudrais ajouter une chose sur la durabilité. C'est que je pense que tout à l'heure on parlait d'un capitalisme au départ né de la confrontation entre le capital et le travail. Je pense que ce capitalisme-là est totalement dépassé. Je pense qu'il y a deux grands événements qui viennent le bouleverser. Le premier, c'est la problématique des matières premières, qui va ajouter au moins un troisième élément à la confrontation, c'est qu'on ne pourra pas consommer toutes les matières premières qu'on veut. Et donc, quelque part, il faut passer d'une économie que je qualifierais de linéaire à une économie circulaire. Et deuxièmement, c'est l'émergence d'énormes blocs économiques qui ont entre eux des concurrences acharnées. On va voir l'Asie, on a parlé en particulier de la Chine, l'Europe, etc. Et je pense qu'il faut prendre conscience que le capitalisme va être modifié, profondément modifié, par l'émergence de ces grands blocs, par ce que je viens de dire sur la durabilité de l'économie. Et donc, la force du capitalisme, c'est sa capacité à s'adapter, sinon il disparaît. Et donc vont disparaître dans les 20 ans qui viennent toutes les entreprises, ou les 10 ans qui viennent, toutes les entreprises qui ne sauront pas s'adapter à ces nouvelles donnes. C'est aussi ça la force du capitalisme, c'est sa formidable agilité et adaptation dans un monde qui lui-même évolue extrêmement vite. Et ce capitalisme que vous décrivez, que vous le vouliez ou non, c'est quand même une définition extrêmement récente, extrêmement novatrice, puisque finalement on en parle comme d'un organisme vivant, alors qu'il y a encore très peu de temps, ce capitalisme était essentiellement ou strictement associé à des chiffres. Donc ça veut dire que quand même on traverse, je dirais, une période de mutation très en profondeur, où on reconnaît le caractère vivant je dirais, le caractère vivant de ce capitalisme qui, pour survivre, va devoir s'adapter, va pouvoir démontrer justement en quoi il est vivant. Donc c'est quand même un sujet qui me paraît essentiel. Voilà, je crois qu'on peut applaudir tous les intervenants de notre table ronde. C'était des débats très riches. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une pause, une vraie pause d'ailleurs. Et on se retrouve à 17h très précise pour le deuxième temps fort. Ce sera le temps des échanges, de 17h à 17h30. Et ensuite, on enchaînera avec le troisième temps fort. Voilà, à tout à l'heure.